Un grand rituel sanglant ce soir du vendredi 13 novembre 2015. Ce soir-là se joue un concert de hard rock au Bataclan. C'est le groupe Eagle of Death Metal, en français, les Aigles de la Mort. Ce soir-là, tous ces détails font penser à un scénario digne d'un film d'horreur. Et ce scénario allait devenir une tragique réalité. L'on dit aussi, souvent, que le diable se cache dans les détails. C'est un soir de novembre où de l'autre côté de Paris se joue également un match de foot qui oppose la France à l'Allemagne. Les terrasses des restaurants et des bars sont pleines, les gens heureux d'être là afin de profiter tous ensemble de cette soirée. Tout était réuni ce soir-là, pour divertir les Français, du pain et des jeux. Lorsque tout d'un coup, à ces deux endroits de divertissement, surgissent par surprise quatre individus lourdement armés, décidés à tuer un maximum de monde dans les rues de la capitale. Les Aigles de la Mort se sont matérialisés. Le nom du groupe jouant au Bataclan s'est alors incarné en ces individus ayant pour mission un carnage parmi la population. Telle une mission, un rituel grandeur nature, commandité et financé par quelle organisation? Ces questions sont encore présentes dans les esprits, car l'esprit humain et le libre arbitre de chacun peuvent supplanter parfois le discours cousu de fil blanc des médias. Les Aigles de la Mort déboulent dans les rues du 11e arrondissement de Paris, armés jusqu'aux dents. L'horreur et l'effroi commencent à 21h20. Ils tirent dans tout ce qui bouge. Des corps tombent, des chaises, des tables se renversent. Certains se cachent là où ils peuvent afin de ne pas tomber sous les balles, témoins au passage des corps agonisants jonchant les terrasses et les bars. Les assaillants circulent tranquillement, sans que rien ni personne ne vienne interrompre leur cheminement, comme s'ils étaient seuls au monde, tout-puissants. Le bruit des armes qui se rechargent, puis le silence avant le bruit des rafales de balles, puis le silence suivi de nouveau du bruit du rechargement des armes, et ainsi de suite. S'ensuivront des cris, des râles, les râles des blessés, pour certains en urgence absolue. Seuls, aux côtés des citoyens, nos braves et courageux pompiers, qui tentent de sauver comme ils le peuvent les victimes qui, faute de moyens, seront nombreuses à décéder sur les trottoirs froids de ce vendredi 13 novembre 2015, sans avoir pu revoir le visage de leurs proches, sans avoir eu le temps des adieux. Ils sont morts là, gratuitement, au nom de qui, au nom de quoi? Si seulement il y avait pu y avoir autant d'effectifs de forces de l'ordre ce soir-là, qu'un samedi gilet jaune, mais les gilets jaunes ce sera 3 ans plus tard. Donc pas assez préparé au chaos qui prendra doucement place dans notre pays à partir de 2017. Les élus de la République ce soir, du 13 novembre 2015, le maire de Paris, le ministre de l'Intérieur ainsi que le chef de l'État de l'époque, sont informés de ce qui est en train de se passer dans les rues de Paris. Il faut prendre urgemment des décisions qui tardent à se concrétiser sur le terrain. Pendant ce temps, les pompiers s'organisent comme ils le peuvent, mais pas simple lorsque les moyens manquent. Il est certain que ceci n'est pas hollywoodien, il ne s'agit pas de l'événement des tours jumelles, mais pour une ville comme Paris, c'est spectaculaire. Puis, les assaillants arrivent là où nous nous trouvons ce soir, le Bataclan. Qui se retrouve donc investi par les hommes de ce commando terroriste. Peu importe son appartenance, il est terroriste, point barre, car il attente à des vies. L'on pourrait même qualifier ce commando de sataniste, tellement le sang a coulé ce soir-là. Le sang a coulé à flot. Les démons déambulent ainsi dans les rues de Paris sans que rien ne puisse les stopper, jusqu'à pénétrer dans cette salle de concert pour finir leur mission, tuer un maximum de monde, faire couler un maximum de sang. Durant des heures,
Le carnage se déroule en huis clos, dans l'enceinte du Bataclan. Le bal macabre se déroule sans encombre. Les victimes sont nombreuses, sachant que s'y trouvent environ 1500 personnes. Les sacrifiés du Bataclan sont là, pris au piège, enfermés dans cette salle de spectacle, venus à la base festoyer à l'unisson. Il y aura 90 morts. D'autres seront pris en otage et auront l'honneur de négocier avec leurs preneurs d'otages, le temps que la police reçoive l'ordre d'intervenir. Les minutes, les heures interminables s'écoulent. Quelles ont dû être longues ces heures, dans cette funèbre ambiance, dans l'odeur de la poudre et du sang. Beaucoup de gens ont vu mourir leurs amis, leurs compagnons ou compagnes sous leurs yeux. D'autres, dans le questionnement de savoir s'ils allaient pouvoir s'en sortir afin de rentrer à la maison pour serrer dans leurs bras leurs enfants, leurs parents. S'ils allaient pouvoir sortir de cet enfer qui avait commencé sur des notes de musique du groupe Eagles of Death Metal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour s'échapper, utilisant toutes les stratégies, car seuls, tellement seuls, à devoir prendre des décisions pour sauver leur peau, risquant à tout moment de prendre une balle par l'un des monstres ayant assiégé ce lieu de fête. Ce lieu, transformé en hôtel géant, dédié ce soir du vendredi 13 novembre au sacrifice de tant de vies. Puis, dans les derniers instants de ces scènes de terreur absolue, l'intervention de quelques membres de la BRI, afin de libérer le peu de personnes restant encore dans cette antichambre de la mort. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à toutes ces âmes qui, nous l'espérons, entreront à jamais la conscience, s'ils en ont une, des commanditaires d'un tel massacre à grande échelle. Je ne sais plus où j'en suis, c'est l'émotion. Oui, à grande échelle, pardon. Nous n'oublierons jamais, tout comme nous penserons toujours à la souffrance des familles. Elle reste avec tout un tas de questions sans réponse, bien évidemment, qui resteront à jamais brisées, assassinées, elles aussi, ce soir du 13 novembre 2015, sans que rien n'eût été vraiment compris, sans que presque rien n'eût été fait. Car pour certains, la vie humaine n'a tellement que peu de valeur. Si la justice des hommes n'est pas à la hauteur pour punir de tels drames, alors nous prions et nous prierons encore et encore pour que la justice divine s'abatte tôt ou tard sur ceux qui ont organisé tout ce scénario monstrueux, ou d'autres portant atteinte à l'intégrité et à la vie d'êtres auxquels personne ne devrait pouvoir se donner le droit de le faire. Il est temps que le peuple reprenne son pouvoir, afin que de telles choses ne puissent plus jamais se produire, afin d'en finir avec les monstres qui siègent ou circulent légalement ou illégalement dans notre société, car qui d'entre nous demain, avant les interventions, excusez-moi, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement touchant. Alors je vais dire une petite réflexion pour finir, et après je laisserai le micro à d'autres personnes qui vont intervenir. Nous avons jusqu'à 20h. Réfléchissez juste à cela. Ceux qui tolèrent et laissent couler le sang de civils au-delà de nos frontières fournissent les armes qui le permettent, n'ont probablement aucun scrupule à laisser le sang se déverser sur notre territoire. Nous avons urgemment besoin d'une justice humaine et non celle de caste. Voilà. Si vous voulez prendre la parole. Alexis Dujardin, bienvenue. Une arme, une arme. Regarde, non, dans l'autre sens. Comme ça, très bien. Je viens de dire une arme contre une arme. Ce micro est une arme.
Ce téléphone est une arme. Et je vais employer un terme choquant, mais ce sont des armes de destruction massive. De destruction massive du mensonge. De destruction massive d'illusions, de tromperies, de macabres organisations. Ce qui vient d'être dit à la fois par ma prédécesseuse ou prédécesseur, dépendamment batterie faible, c'est sa batterie. du français qu'on emploie, et ce que je vais dire maintenant, c'est un complotiste. Il y a des organisations dans ce monde dont le métier est de comploter. La CIA a pour mission de tisser des complots pour mettre fin à des organisations terroristes. Ça bug, on dit ça bug. La NSA tisse des complots, c'est-à-dire s'organise de façon secrète pour que des États soient moins gênants, s'opposent moins aux desseins des États-Unis, par exemple. En France, les services secrets, par définition et par mission, organisent des organisations secrètes, des opérations secrètes qu'on pourrait appeler complot. Le terme de complotisme a été inventé précisément par l'une de ces glorieuses organisations à 3 lettres. Et je parle sous l'inspiration d'un certain Idriss Aberkan, suivi par des centaines, des milliers de millions de personnes. Quelqu'un de très sérieux. Ce terme de complotiste a été précisément créé pour discréditer les personnes qui, un jour ou l'autre, animés d'une conscience les travaillants, se mettaient à révéler la réalité. La stratégie était alors de comment faire pour éteindre la vérité qui mettait à mal ces complots ainsi organisés. Eux qui sont si forts dans des stratégies à double, triple, quadruple bande pour essayer de faire en sorte que leur dessein soit réalisé, et ben ils ont inventé le concept de complotisme pour faire passer les gens soucieux de révéler la vérité pour des fous furieux, des paranoïaques. Stratégie habile, vous en conviendrez. Et finalement, diablement, et je pèse le mot de diablement, efficace. Beaucoup de gens parmi vous sont des honnêtes citoyens. Des gens qui réfléchissent à comment prendre le métro pour aller au travail, et essayent de voir s'ils prendront la ligne A ou B et feront tel changement à telle intersection. Et ces gens-là ne peuvent même pas imaginer une seconde, qu'on puisse consacrer sa vie à mettre en place des plans machiavéliques d'une parfois atrocité qui dépasse leur imaginaire. Les films de Hollywood, souvent, lèvent un voile sur cette façon de penser, cette façon pernicieuse, cette façon terriblement complexe et terriblement agencée. Les policiers, parfois, ont affaire à des personnes comme ça, lorsqu'ils sont dans des organisations terroristes qui mettent en place des plans comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer. On dit, je crois qu'il est vrai, que lorsque les juifs qui étaient enfermés dans les camps de concentration nazis avaient pu se libérer et qu'ils racontaient les horreurs qui se passaient dans ces camps, les gens ne pouvaient pas les croire. Et ils les repoussaient, ils les rejetaient en les faisant passer pour des fous, parce que la nature humaine peut aller tellement loin dans l'horreur, et nous en avons la démonstration aujourd'hui. Ces bains de sang en Ukraine, en Palestine, nous font la démonstration de l'horreur dont est capable l'être humain. Et cette horreur-là, cette vérité sanglante-là, est parfois insupportable pour le commun des mortels qui n'y est pas initié. Et je pèse le mot d'initié. Et pourtant, elle est réelle. Et pourtant, il semblerait que, malgré toutes les leçons de l'histoire de ces Premières Guerres mondiales, Deuxième Guerre mondiale, qui sont données à l'homme pour essayer d'être un petit peu plus humain, eh bien, il aille encore plus loin dans l'inhumanité, encore plus loin dans l'ignominie.
encore plus loin dans le diabolisme. Diable, Dieu, religion, initiation, tout ça, hein, ça sonne complotiste. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a des religions sur Terre. Le judaïsme est une religion, ou plutôt la judéité. Tout ce qui se termine en isme est souvent un extrême. Islamisme, extrême de l'islam. Christianisme, extrême de la chrétienté. Judaïsme, extrême de la judéité. Il y a en tout cas une certitude, c'est qu'il y a des satanistes. Il y a des églises satanistes. Des gens qui vénèrent Satan et Lucifer. Ça existe. Il y en a qui s'en targuent. Sur mon direct TikTok, qui est assez suivi maintenant, un type intitulé Lucifer vient me dire mais vous nous emmerdez avec votre compassion. Vous aurez beau essayer avec votre petite lumière dans la nuit, nous réussirons. Le type assume cette croyance-là. Il y a des chrétiens qui vont à l'église et qui croient en Christ, qui sacrifie pour les autres. Et il y en a qui croient dur comme fer, et je pèse l'expression de dur comme fer, en Lucifer. Et c'est vrai. Et c'est prouvé. Et donc, aussi fou que ça puisse paraître, aussi hollywoodien que ça puisse paraître, nous avons des religions qui s'affrontent aujourd'hui à une heure apocalyptique, c'est-à-dire à une heure où la vérité se fait. Je vous parle après des années et des années d'études et de mise en pratique. Je me suis converti au bouddhisme parce que j'ai voulu rentrer dans la pratique du bouddhisme. Je me suis, ou plutôt de la bouddhéité, la recherche de l'éveil. Je suis après rentré dans la religion musulmane, pratiquer l'islam pour comprendre l'islam, communier avec des musulmans. Je suis rentré dans la religion chrétienne, j'ai été baptisé chrétien, et maintenant je suis en voie de conversion de la religion juive pour essayer de comprendre ces gens. Tous ces gens qui ont des croyances, qui ont des religions et qui essaient de cultiver. Et pour essayer, follement peut-être, dans les temps qui courent, de les faire se comprendre entre eux, plutôt que de les faire s'entretuer. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et je vais vous dire une chose, et je terminerai par là parce que je suis un peu long. Je n'ai pas envie de faire mon Macron, qui est si emmerdant et si long dans ses discours et si court dans ses actions. Il y a une phrase qui m'était énigmatique dans la synagogue du mouvement juif libéral de France à Beaugrenelle, écrite en hébreu, droite à gauche, pour ceux qui sont initiés à ça. Il est écrit en hébreu « La vérité sort de la terre ». Je ne comprenais pas tout de suite le sens de cette expression, très poétique comme souvent en hébreu, magnifique langue, magnifique religion, de la religion juive, quand elle est bien pratiquée, quand elle est vraie. Et si vous permettez, je vais vous livrer une interprétation de cela. Ça veut dire que la vérité, qui est un germe de vie, alors que le mensonge est un germe de mort, lorsqu'on essaye d'enterrer la vérité, eh bien elle germe, elle croît, elle fait des fruits, ces mêmes fruits tombent à la terre, regerment encore, et au bout d'un moment, ce sont des fruits de vérité comme ça, qui jaillissent, et la lumière se fait. Et les menteurs sont démasqués, les tyrans sont révélés tels qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs criants de crimes. Et le jugement dernier est prononcé. Les préjugés de départ sur des illusions laissent place à des jugements plus justes, jusqu'au jugement dernier qui correspond au vrai bon jugement, qui condamne les méchants, c'est-à-dire ceux qui font du mal, ceux qui tordent, ceux qui vont contre les droits fondamentaux, et puis récompense ceux qui se sont battus depuis le début pour que cette vérité-là jaillisse. Nous sommes là pour ça. Un tribunal mondial s'ouvre, encore plus grand que Nuremberg, pour condamner des crypto-néo-nazis, des gens qui vont encore plus loin, qui sont allés encore plus loin dans l'horreur que les nazis qui ont incarné à un moment donné l'horreur suprême.
Il y en a qui ont fait encore pire et qui font encore pire à présent. Qu'ils soient jugés. Et que les victimes de leurs crimes ne soient jamais oubliées. Merci. Merci Alexis, qui te bat aussi pour les droits humains. Je vais passer le micro à Christian Laurent Marquet et sachez que pour nous aussi c'est un hommage. Les hommages ne sont pas que silencieux, ils peuvent être aussi, on peut exprimer notre peine et que les personnes entendent, et on peut se rendre aussi, on peut rendre hommage tous les jours à ces morts, à ces victimes. D'ailleurs, personnellement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse aller festoyer encore dans cette salle. On devrait ériger un mémorial à l'intention de ces âmes qui ont été volées ici le soir du Bataclan, le fameux soir du vendredi 13 novembre. Voilà. Christian. Merci à toi, Laurent. Merci. Tu as fait un très bel écrit, très émouvant et très soigné. Et merci aussi à Alexis, qui s'est bien exprimé aussi. Le Bataclan, c'est notre vie, c'est une part de notre vie. Je me souviens, j'étais devant ma télévision. Et puis l'enfer est apparu de façon incroyable. Un peu le même choc qu'avec le 11 septembre. L'incroyable se produit. Et nous sommes là. On était comme beaucoup là. On n'habite pas loin. Et on nous fait ça dans cette ville que même les Allemands avaient épargné à la fin de la guerre. N'avaient pas osé faire ça. N'avaient pas osé détruire, tuer, massacrer dans la ville de Paris. Il faudrait remonter très loin pour retrouver un massacre de ce type. Et ces fleurs m'émeuvent beaucoup. Bravo à tous ceux qui sont partis. Je voudrais leur dire bravo pour la force que vous nous donnez. Votre disparition ne sera pas une fin, mais au contraire, a été et est aussi un début. L'horreur à l'état pur, des jeunes massacrés froidement, qui nous donnent une leçon énorme. Certains d'entre nous, humains, sont capables de descendre dans l'inhumanité à une profondeur incroyable. Et bien sûr que ça se répète aujourd'hui à Gaza et au Liban. Et bien sûr que ça s'est répété, bien sûr, au Cambodge, au Vietnam, bombardé sous le napalm pendant des années. Il faut être conscient, et vous nous aidez à être conscients. Vous qui êtes là, auxquels on a apporté ces fleurs, ces si belles fleurs. Vous êtes là pour nous rappeler que la vie est un combat énorme, face à des ennemis énormes, qui n'ont aucune pitié, et qui sont à l'œuvre. Et ceux qui ont commis ce massacre, et ceux qui les ont payés, parce que c'était 50 000 balles, 50 000 euros pour chacun, ça a été enregistré, ça a été filmé, c'est passé sur Arte, la dispute sur les 50 000 balles qu'attendaient
ceux qui allaient commettre ce massacre. Tout s'achète, tout s'achète. Au massacre d'Istanbul, dans une salle de ce type, où il y a aussi eu 200 personnes mitraillées, quelques années après, on a retrouvé les 200 000 balles sur le lit du massacreur. Et à Nice, c'est pareil. Il y a eu 100 000 balles qui ont été envoyées à la veille du massacre de Nice. Pareil, ça s'achète, on achète les massacreurs. C'est du business, du business. Et les victimes de ce 13 novembre 2015 sont les victimes du business de la géopolitique. Business macabre. C'est une question évidemment d'argent, de très 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 gros sous. La géopolitique, c'est des très 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 gros sous. Pour organiser un massacre de ce type, c'est plusieurs, on va dire minimum 1 million, 2 millions de dollars. Et je lui dis bien de dollars. Je ne parle pas d'euros, je parle de dollars. Parce que en Irak, il y a eu 1 million de morts massacrés avec des bombes pendant la guerre en Irak. Femmes, enfants, pour le business, pour le pétrole. En Afghanistan, pareil, 1 million. C'est toujours des massacres de cette importance. Sont toujours des décisions politiques. Mais la politique, sous sa forme la plus dégueulasse, pour gagner des parts de marché, pour gagner des accès au puits de pétrole, pour l'Irak, les massacres d'Irak, et 1 million. Quelle était la raison? On le sait bien, et c'était aussi le 11 septembre. Il fallait mettre la main sur le pétrole irakien, c'est tout, pour pouvoir faire chanter les Chinois. Parce que la dette américaine envers les Chinois était trop importante. Donc, comment? Oui, bien sûr, monsieur. Vous n'avez vu personne de proche qui a été inquiété. C'est la géopolitique. La géopolitique, pour toutes les guerres, c'est pareil. La guerre de 14-18 était économique. C'était géopolitique. La guerre de 39-45, c'était la même chose. Les massacres du Bataclan, les massacres de Nice, pareil. Ça s'appelle la géopolitique. Il faut des moyens importants pour organiser un massacre comme celui-ci. C'est compliqué et il faut des complicités partout. On n'a pas enquêté du tout sur ces massacres. On en a fait le minimum, mais un jour, la vérité finit par apparaître. Et vous, qui êtes décédés ce soir-là, vous aurez droit à ce que on sache pourquoi vous êtes morts. Aujourd'hui, nous sommes là nombreux. Et nous nous souvenons, et nous nous souviendrons toujours. Et nous avons le devoir de comprendre comment cela a pu se passer. Et pourquoi les commanditaires, les vrais coupables, ceux qui ont payé, eh bien, non pas pourquoi ces gens-là vivent toujours comme ceux qui ont spéculé sur le 11 septembre. Et
ceux ont gagné des milliards, des centaines de millions, parce qu'ils savaient que les deux tours allaient s'écrouler. Voilà, on ne sait évidemment pas comment dans le détail. Ça ne correspond pas du tout à la version officielle. Et la version officielle de la mort, du massacre de ces jeunes, eh bien, elle va apparaître, comme pour le 11 septembre, comme pour tous les attentats. Donc, vous êtes là, votre image est poignante. Je vous adresse mes respects et mon amour aussi. Vous, ici, tous les Français auraient pu avoir leurs enfants présents ce soir-là. Nous avons été infiniment blessés, meurtris, et nous le sommes aussi parce que les responsables, les coupables, vivent encore paisiblement avec le bénéfice qu'ils ont reçu pour que cette action politique et géopolitique ait lieu. Je ne vais pas me permettre de prendre trop de temps, mais ce drame n'est pas du tout terminé. L'assassinat de Henri IV en 1610, il a fallu des siècles pour comprendre comment ça s'est passé et avec l'accord de qui. La vérité finit toujours par sortir. Et aujourd'hui, avec l'élection de Trump aux États-Unis, il y a un grand saut dans la vérité qui est en train de se produire. Et toutes les victimes de ces criminels, de ces salopards qui marchent à la cocaïne, parce que seule la cocaïne peut vous retirer toute votre humanité au point de massacrer, de torturer avec bonheur, avec plaisir. Ceux qui ont commis ces actes sont tous des gens fous, qui auront été rendus fous, que l'on a éduqués dans la fosse. Ils doivent être jugés. Ils doivent, comme à Nuremberg, le nouveau Nuremberg, c'est bientôt. Et sur le dos des partis civils de ce nouveau Nuremberg prochain, il y aura vous et ceux qui sont morts écrasés à Nice par le camion fou. Et tous ceux qui en sont morts des effets secondaires de ce faux vaccin, qui ont été massacrés par ce faux vaccin. Ah pardon, non mais... Bon. Ah bon, non mais je peux parler. Je parle un peu moins fort. Et tu me dis il y aura la partie 2 les amis. Après il y aura la partie 2. Vous avez vu la partie 1 et il y aura la partie 2. Je veux pas à tout bientôt, merci pour tout. Je ne veux pas abuser.